Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être avec nous et merci surtout à Khaled et Aurélien qui nous font l'honneur de leur présence sur ce panel où ils vont nous parler des fintechs en Afrique. Khaled Benjilani, qui est partenaire d'Afrique Invest, membre du COMEX d'Afrique Invest et qui travaille sur l'innovation et la finance, investit en finance et sur l'innovation dans toute l'Afrique, connaît bien l'écosystème et va nous en parler. Et Aurélien nous offre un magnifique cas particulier d'une fintech qui se développe à l'allure de nombreuses fintechs africaines, c'est-à-dire très, très, très vivement, et va nous inspirer par son exemple. Donc, je passe tout de suite la parole à Khaled, tu nous présentes rapidement l'écosystème africain des fintechs. Bon, mon nom est Khaled Benjilani, je travaille à Afrique Invest et je m'occupe en particulier d'investissement dans les startups en growth et dans les institutions financières. Donc à l'intersection, on retrouve effectivement les fintechs entre le secteur financier traditionnel et l'écosystème innovant en général. Et donc les fintechs, c'est une couche d'infrastructure qui est très importante parce qu'en fait, elle permet de libérer des énergies au niveau des autres verticaux de secteurs innovants. Sur l'e-commerce, on a besoin du paiement. Quand on est sur la logistique, on a besoin effectivement de dénouer des paiements, que ce soit sur de la PME, que ce soit sur des paiements en B2C. Et aujourd'hui, on va trouver différents segments qui sont en train de se développer très vite en Afrique sur les fintechs. Le tout est drivé par un certain nombre de vecteurs, dont probablement le plus important est la pénétration des mobiles en Afrique. La pénétration des mobiles, en fait, ça a permis plusieurs choses. Ça a permis d'abord de créer des nouveaux usages via le téléphone mobile. Vous connaissez probablement la monnaie mobile, mais au-delà de cela, ça a permis en fait de collecter beaucoup de données sur une très grande partie de la population qui n'a jamais eu accès à un compte bancaire. Et la pénétration du secteur financier classique et surtout des banques est inférieure à 30% en Afrique. Ça veut dire que vous avez toujours 70% de la population sur qui on a très peu de données structurées sur leur capacité d'épargne, leur capacité d'emprunter. Et donc les télécoms ont permis justement de collecter des informations qui sont fortement corrélées avec des éléments de décision de crédit et autres qui nous permettent de créer de nouveaux produits aujourd'hui. Et ça, c'est un des premiers segments qui a émergé dans les 3-4 dernières années dans les fintechs, c'est le lending. C'est la capacité à pouvoir prêter à des gens qui n'ont aucune historique de crédit sur le secteur financier classique, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de repayer un crédit. Alors il y a un gros créneau qui s'est installé aujourd'hui qu'on appelle le nano-lending, donc c'est plus petit que le micro-lending, on est sur du 10 à 100 $ en général de crédit, où la décision va être prise sur des batchs de données qu'on va récupérer chez les opérateurs télécoms, qui nous permettent en fait de construire des profils de risque sur des gens qu'on ne connaissait pas avant. Le risque est élevé au début, et puis ensuite, au fur et à mesure que ces modèles s'améliorent, que ces modèles apprennent, on a des modèles qui deviennent assez performants en termes de qualité de crédit et en termes de qualité de prédiction de défaut. Donc ça, c'est le premier créneau. Sur le lending, il y a aussi, bien sûr, le lending au PME avec le même modèle, c'est-à-dire qu'autant on peut prêter à un individu, on peut prêter aussi à un petit business. Et sur ce petit business, il nous manque de la donnée. Généralement, c'est des business qui sont informels, donc ils n'ont pas d'existence formelle, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de revenus, une capacité à pouvoir repayer un crédit, une capacité à améliorer leur PNL. Et sur cette base, on est capable aussi, grâce à des données, alors que les données ici, on ne va pas les trouver chez les opérateurs télécoms, mais les modèles qui sont les plus performants aujourd'hui sont des modèles où on est parti récupérer ces données en bout de ligne chez un corporate, chez un FMCG. Je prends un exemple. Dans le consumer, on veut prêter à des retailers, à des épiciers, et on va aller chercher les distributeurs de Procter & Gamble et Unilever. Et grâce aux données qu'on va collecter de chez eux de vente de Procter & Gamble à ces épiciers, on va pouvoir justement offrir un crédit avec des données assez structurées. Donc ça, c'est le premier créneau aujourd'hui qui est un créneau qui a explosé sur les 3-4 dernières années
avec une concentration sur le Nigeria, le Kenya, l'Égypte qui monte en charge aujourd'hui, et un certain nombre d'autres géographies qui commencent à émerger sur ces créneaux-là. Le deuxième gros créneau, et probablement le plus profond, c'est le paiement. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail des paiements parce que c'est tout un monde, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir sur le paiement, c'est que plus de 99% des paiements se font en cash en Afrique. Donc le cash est prédominant. Malgré tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qui s'est fait sur la monnaie mobile et M-Pesa, on reste des économies qui sont dominées par les échanges en cash, avec tous les risques qui sont liés, que ce soit des risques de blanchiment, soit un risque de perte, donc tous les risques qui sont liés au cash. Les monnaies mobiles sont en train de révolutionner ça, c'est-à-dire qu'on est en train de passer à de nouveaux usages, et justement grâce aux monnaies mobiles, on a aujourd'hui une capacité à avoir des échanges de manière beaucoup plus efficiente. Alors sur ces créneaux-là, il y a plusieurs mini-segments qui se sont créés. Il y a le B2C, donc la capacité qui est probablement le plus profond aujourd'hui, la capacité à pouvoir créer des portefeuilles de monnaie mobile et avoir des clients qui les utilisent. Mais il y a aussi ensuite des wholesalers, donc des gens qui vont venir interconnecter, que ce soit des gateways de paiement, que ce soit des switches. Il y a plusieurs entreprises comme Isao justement qui proposent cette interconnexion. Je laisserai Aurélien en parler avec plus de détails. Ensuite, il y a un autre créneau qui est lié aussi à ce qu'on peut faire en Europe, qui est la remittance, qui est l'envoi d'argent des diasporas sur des corridors généralement nord-sud. Il y a aussi des corridors sud-sud d'ailleurs, mais le gros aujourd'hui est sur des corridors qui viennent de l'Europe, des États-Unis, un peu d'Asie aujourd'hui vers l'Afrique. Et là, il y a énormément d'innovation parce que c'est un domaine qui a été dominé historiquement par 2-3 opérateurs traditionnels. Il y a justement plusieurs startups qui ont réussi avec des stratégies très agressives au niveau du pricing, de rentrer sur du remittance. Et celles qui sont les plus créatives aujourd'hui ont réussi carrément, localement, à pouvoir récupérer ces... Alors que traditionnellement, cet argent a été envoyé et retiré en cash. Et certaines startups se sont dit pourquoi ce retrait en cash? On peut peut-être permettre de faire atterrir cet argent sur des portefeuilles de monnaie mobile qu'on contrôle et justement avoir aussi une commission transactionnelle sur l'utilisation locale de cet argent. Donc la remittance est un gros sujet aujourd'hui où il y a énormément de changements et des places à prendre, des parts de marché à prendre sur les prochaines années. Je n'ai pas fini. Tu me dis quand j'arrive aux 10 minutes. Ensuite, juste... Ouais, 2 minutes, ok. Ensuite, juste pour être exhaustif, à l'interconnexion de tout ça, il y a aujourd'hui les modèles que vous connaissez tous, qui est la néobanque. Alors j'en parle de manière spécifique, même si ça peut rentrer sur certains des autres sous-segments, mais aujourd'hui on assiste actuellement à l'émergence de plusieurs néobanques sur les principaux hubs de l'innovation en Afrique, avec des modèles qui vont être soit des modèles qui viennent du crédit, soit des modèles qui viennent de la transaction, donc du paiement, et tout ce beau monde se retrouve au milieu. Donc ça, c'est un autre modèle. L'autre créneau qui est en train de se structurer doucement, c'est l'assurance, c'est l'InsurTech. Sur l'InsurTech, aujourd'hui, un certain nombre de réussites sur l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, qui sont sur de la SurTech, sur de l'automobile et de la santé. C'est les deux créneaux aujourd'hui qui sont intéressants. Mais le leader actuellement en Afrique là-dessus, c'est les Sud-Africains, où en fait la pénétration de l'assurance est probablement la plus élevée de loin en Afrique, juste avant le Maroc. Et enfin, peut-être dernier point sur les créneaux du FinTech, c'est la crypto. La crypto, c'est un gros sujet actuellement en Europe et un peu partout dans le monde. L'Afrique ne fait pas exception. On a des monnaies en Afrique qui sont extrêmement instables, donc qui sont probablement parmi les plus mauvaises monnaies en termes de stabilité face à des monnaies fortes. Et donc, en fait, la crypto-monnaie offre des solutions intéressantes en termes de solutions refuge pour des individus qui ne veulent pas laisser leur dépôt en monnaie locale, mais au contraire d'avoir une monnaie qui peut au contraire s'apprécier, qui peut aussi se déprécier d'ailleurs, mais en général, on investit là et donc aujourd'hui, il y a énormément de transactions qui sont en train d'avoir lieu directement en crypto-monnaie en Afrique. C'est un créneau nouveau qui n'est pas encore réglementé et probablement il va y avoir aussi des changements structurels à ce niveau-là. Voilà. Merci, c'est super clair. Je vais d'abord passer la parole à Aurélien sur une présentation de Bizao et vu le panorama extrêmement clair
qu'a présenté Khaled. Tu vas pouvoir nous expliquer comment dans ce panorama tu t'inscris, même si en fait Khaled l'a déjà un peu fait, et surtout quelles contraintes, quelles opportunités, comment ton parcours de ces 2 dernières années s'est déroulé en Afrique. Bien, apparemment, mais pourquoi, comment? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors c'est intéressant ce panorama que tu viens de faire, Khaled, parce que Bizao ne se situe pas seulement sur la partie des paiements, mais en fait à l'intersection de l'ensemble des domaines que tu as cités. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on parle de lending, quand on parle de paiement, quand on parle de rémittance, quand on parle d'insurtech, etc., à chaque fois, ce qu'il faut quand même, c'est capter de l'argent, non pas sous forme de cash, parce que dans ce cas-là, c'est compliqué. Il faut capter ça sous forme d'argent liquide, d'argent digital. Ce qui signifie en général soit la carte bancaire. En Afrique de l'Ouest francophone, c'est 2%, 3% des gens. Donc on va dire que c'est pas le sujet, en fait, la carte bancaire. Donc toute la fintech que vous connaissez en France, en Europe, vous l'oubliez, ça ne marche pas. Il faut tout refaire sur une base différente qui est principalement le mobile money. Donc le mobile money, tu as un peu parlé. C'est quand même 500 millions de comptes en Afrique subsaharienne. C'est un truc absolument fou. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille il y a 3 ans, quand je me suis dit, bon, on a quelque chose à faire. Il y a une sorte de révolution des écosystèmes financiers qui se met en place. C'est pas tellement les banques, c'est plus Visa ni Mastercard, c'est autre chose qui arrive. Et là, j'ai regardé la carte des moyens de paiement mobile money. Moi, j'étais chez Orange à l'époque. J'ai vu qu'il y avait 21 filiales Orange, plus autant chez MTN et ainsi de suite. Bref, il y a à peu près 171 opérateurs de mobile money en Afrique. Ils sont bien sûr absolument pas interconnectés entre eux. Donc c'est comme si vous aviez toutes les banques de l'Europe qui bossent en solo et impossible d'accepter les cartes bancaires de l'ensemble des banques. Donc vous imaginez que toute la fintech européenne serait incapable d'exister aujourd'hui sans une infrastructure telle que celle qui existe actuellement avec Visa, Mastercard, les switches interbancaires, etc. Donc la vocation de Bizao, c'est d'être cette infrastructure de paiement qui regroupe l'ensemble des opérateurs mobile money et des banques, de façon à ce qu'au-dessus, on puisse innover. Et donc nous, on a des clients aujourd'hui qui font de la crypto, on a des clients qui font du paiement, on a des clients qui font de la rémittance, on aura peut-être bientôt des clients qui font du lending. Bref, l'ensemble des use cases, on les voit arriver. Donc la crypto, je confirme, ça cartonne. Le paiement, je confirme, ça cartonne. Les néobanques, on en a une aussi, en Côte d'Ivoire. 30% de croissance par mois. Donc tout ça est en train de bouger à fond la caisse. Moi, mon parti pris était de me dire, OK, on va se mettre sur une couche horizontale qui va derrière servir à tout le monde. Donc parfois on dit c'est un peu le Stripe à l'Afrique, mais c'est plus que ça, parce que carrément on est obligé de défendre tout en bas de l'échelle. On se connecte à chacun des opérateurs, chacune des banques. Par-dessus, on fait des couches de médiation, des gateways, des trucs comme ça. Et après, on va carrément faire le processing de l'argent, donc on va le chercher et on le transite vers nos marchands, vers nos intermédiaires financiers comme les fintech, etc. Donc c'est un gros boulot. Mais en 2 ans, c'est une aventure entrepreneuriale complètement folle. On est sorti du groupe Orange dans lequel j'avais incubé ce projet en 2019. On était 8, là on est une 50aine. On se projette à une 100aine l'année prochaine. Et 90% de l'équipe est en Afrique. Donc c'est passionnant et en même temps un sacré... Dans quel pays, excuse-moi, dans quel pays? Je précise un peu, pardon. On est au Sénégal, Côte d'Ivoire principalement et historiquement. Forte croissance aussi au Cameroun en ce moment. On a aussi ouvert la RDC, le Mali, le Burkina. On va ouvrir bientôt la Guinée. Et puis l'idée, c'est aussi d'aller s'étendre sur le Ghana, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie. On démarre un business en Tunisie dans une semaine, justement. Le territoire est énorme. On ne vise pas nécessairement 100% de l'Afrique parce que ça, je crois que c'est illusoire. D'autres fintech, beaucoup plus grosses que moi, comme Flutterwave ou Paystack, l'ont déjà compris. Ils choisissent leur combat, ils choisissent les pays. Mais globalement, c'est un territoire passionnant parce qu'il y a tout à faire. Aujourd'hui, entre plein d'acteurs qui innovent et qui ne sont pas interconnectés, des banques centrales locales qui essayent de faire de leur mieux mais qui n'arrivent pas tellement à suivre la vitesse à laquelle le marché se déploie. Et donc, la capacité pour les acteurs privés de jouer un peu ce rôle de switch. Parfois, InterSwitch l'a fait aussi au Nigeria, donc c'est un modèle pour nous. Voilà. Donc aujourd'hui, Bizao, c'est de la vision que j'en ai et de celle qu'on essaie de construire avec mes collaborateurs, une infrastructure au service de tout ça, avec des gros défis qui sont il y a le manque de régulation. Aujourd'hui,
Nous, on essaye de faire les choses bien, mais on n'a pas de licence parce qu'elle n'existe pas. Donc voilà, on applique la DSP2 française en se disant que si on est des bons élèves, on ne devrait pas se faire taper sur les doigts. Il y a des problèmes de sortie de devises qui sont compliqués quand on travaille avec des PSP internationaux, parce que voilà, après, on peut avoir des problèmes de conversion du franc CFA, etc. Puis après, au Nigeria, ils ont le Naira. Donc le commerce international n'est pas encore simple avec ces devises-là, et puis on a des problèmes RH parce que voilà, on tape pas dans un vivier de start-up existants. Il y en a quand même pas beaucoup. Donc il faut qu'on forme les gens au métier du start-up. Et c'est pas toujours pareil. Quand vous sortez d'une banque, vous connaissez la banque, vous arrivez dans une fintech, vous prenez une grosse claque à gauche, puis une grosse claque à droite, puis un coup de boule. Et après, vous comprenez que waouh, c'est pas le même rythme, il faut accélérer. Donc on a eu un peu de casse et beaucoup de succès. Et voilà, moi ça m'a appris énormément de choses parce que c'est pas. J'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs français qui font des choses merveilleuses en ce moment, mais ils ont la chance d'avoir un écosystème vachement mature, que ce soit au niveau des gens qu'ils embauchent ou au niveau des investisseurs autour d'eux, etc. Le support des pouvoirs publics. Nous, on galère un petit peu, mais en même temps, on a un potentiel, je crois, assez phénoménal. Merci beaucoup Aurélien. Une question qu'on voulait vous poser peut-être à tous les deux. On se rend compte que l'Afrique anglophone a une certaine avance sur le développement des fintech par rapport à l'Afrique francophone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement quels enseignements on peut en tirer, notamment pour que l'Afrique francophone puisse peut-être accélérer son développement en tirant parti de l'expérience de l'Afrique anglophone? Alors, déjà, pour illustrer ça, je pense qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, en termes d'investissement VC en Afrique, plus de 80% des investissements vont dans 4 hubs. Donc c'est Lagos, enfin Nigeria, Kenya, Afrique du Sud et Égypte. Donc on a quand même, et effectivement, c'est tous des pays anglophones. Alors est-ce que c'est lié à la langue? Je ne pense pas. C'est peut-être lié aux lois et peut-être à une culture d'entrepreneuriat qui est différente. Bon, d'abord sur les lois, c'est vrai que dans les pays anglophones, ils ont hérité du common law, qui est en fait une loi beaucoup plus permissive et pragmatique par rapport à l'innovation. Et donc ce qui leur permet en fait d'avancer plus vite. Quand il s'agit d'innover sur des lois, il ne faut pas constamment légiférer en fait pour faire évoluer les lois. Ensuite, il y a la réglementation. Les régulateurs, certains ont fermé les yeux en fait sur les innovations, ce qui a permis par exemple à une monnaie mobile comme M-Pesa d'émerger, alors même qu'il n'y avait pas de réglementation de la monnaie mobile. Donc ça, c'est la tolérance en fait du régulateur à l'époque. Pour un opérateur où, il faut dire, l'État était actionnaire à 35%. Donc il y avait un intérêt qui était assez aligné là-dessus. Si on regarde le cas de la monnaie mobile au Nigeria, c'est exactement le contraire. La classe politique est beaucoup plus impliquée avec les banques et ont coupé complètement la route à tous les opérateurs télécoms pour qu'ils rentrent justement sur le secteur de la monnaie mobile. Donc tout ça pour vous montrer qu'en fait les régulateurs jouent un rôle essentiel et les régulateurs égyptiens par exemple ont créé un cadre de sandbox policy qui permet aux startups de commencer petites, même si les lois ne sont pas là pour prévoir de nouveaux produits. Et ça a été reproduit dans différents pays anglophones justement. Et enfin, le dernier point, c'est par rapport à la culture d'entreprise. La culture d'entreprise reste beaucoup plus dynamique, il faut le dire, dans les pays anglophones, avec les liens qui ont été créés surtout avec la diaspora africaine aux États-Unis, qui a permis de dynamiser ce lien, de faire des levées de fonds. Parce que les levées de fonds, même si on a levé jusqu'à septembre 3 milliards de dollars en Afrique sur des startups, la grande majorité de cet argent ne vient pas d'Afrique. Il vient d'abord des États-Unis, puis d'Europe et un peu d'Asie. Et donc il est essentiel d'avoir ces liens avec des écosystèmes beaucoup plus avancés, beaucoup plus profonds au niveau de la disponibilité de l'argent pour justement pouvoir créer des entreprises et les faire croître. Et donc le lien avec les États-Unis a beaucoup fonctionné. Je pense que à ce même titre, le lien avec la France peut fonctionner aussi sur l'Afrique francophone, à partir du moment où on a des législateurs, des régulateurs qui comprennent l'enjeu et qui soient capables d'apporter de vrais incentives pour que les entrepreneurs commencent des entreprises innovantes.
Oui, et toi Aurélien, tu as choisi l'Afrique francophone dans la liste de pays que tu citais tout à l'heure. On est clairement dans l'Afrique Oui, francophone. alors je l'ai choisi. Excuse-moi, je voudrais juste préciser tes relations avec BCEAO, BEAC. Alors, Comment ça s'est passé? La BCAO, on les connaît bien, c'est le régulateur de la zone UMOA. Justement, il tolère notre activité et il l'encourage. Ouais, donc je te rejoins pas 100%. Je trouve que les régulateurs ont laissé faire le mobile money, puis ensuite l'ont encouragé, encadré. Bon, ils ont mis des bâtons dans les roues à une époque à Orange, mais au final, il y a 50 millions de comptes mobile money chez Orange, il y a MTN, il y a Move, il y a Wave qui est arrivé récemment avec beaucoup de bruit au Sénégal, puis dans d'autres pays en levant 200 millions de dollars. Donc il se passe des choses en ce moment en Afrique francophone. C'est la plus grosse levée de Série A qu'on a jamais vue en Afrique, c'est au Sénégal. Bon, c'est de l'argent américain, encore une fois. Donc là où je te rejoins beaucoup, c'est que l'argent, il est très 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 américain. Et les Américains investissent dans des choses qu'ils connaissent. Donc quand ils connaissent des cultures, c'est anglophone, que les fondateurs, ils ont fait toutes les universités américaines, ça aide énormément. Et donc toutes les histoires se ressemblent à ce niveau-là. Alors après, il y a beaucoup de gens qui font des études en France, en Europe ou au Canada, qui sont francophones et qui reviennent dans leur pays, qui font des choses. Ils n'ont pas nécessairement accès à la même masse de capital. Je veux dire, le capital risque en France, il cartonne en ce moment, mais ce n'est pas nécessairement la même dimension que le capital risque américain. Donc la poche d'investissement dédiée à l'Afrique, elle commence, mais elle n'est pas énorme. D'autre part, je crois qu'il y a quelques géographies importantes à regarder, c'est-à-dire le Nigeria et l'Égypte sont des très gros pays. Donc ça crée des économies d'échelle, ça attire l'œil des investisseurs, ils se disent « Ok, il y a de la profondeur de marché, si j'y vais, a priori ça va fonctionner ». Et il y a un biais que tout le monde a pris sur l'Afrique francophone et que je trouve dommage et que je dénonce même, c'est que l'Afrique francophone, c'est peut-être plein de petits pays, mais ils ont quand même fait un truc que nous, on a mis beaucoup de temps à faire en Europe, c'est-à-dire qu'ils ont créé une monnaie unique et un cadre unique légal. Donc si vous prenez l'Afrique francophone, zone UMOA, c'est déjà plus de 100 millions de personnes. Après, vous rajoutez la RDC et la zone CEMAC, vous avez 300 millions de personnes. Enfin, le Nigeria, c'est quand même nettement plus petit déjà. Et moi, j'opère dans cette région-là et je peux vous dire que j'ai créé une filiale à Abidjan, j'en ai créé une à Kinshasa, j'en ai créé une à Douala et avec ça, je couvre tout, les 300 millions. Je n'ai pas besoin d'ouvrir autant de filiales qu'il y a de pays. Donc c'est un marché, pas unique, mais c'est quand même un gros marché et qu'il faut regarder comme ça. Et est-ce que les solutions que tu as développées dans un pays, par exemple la Côte d'Ivoire, sont les mêmes que tu vas déployer dans les autres pays que tu as cités, ou finalement il y a des ajustements liés aux spécificités locales? Est-ce qu'en termes d'économie d'échelle, justement, est-ce que ta même plateforme permet d'adresser les différents usages où il y a du redéveloppement? Voilà, quel est le cœur de... C'est exactement la même chose. Mais alors 100%, hein, j'ai touché à pas une seule ligne de code. C'est la même plateforme. Que je me branche à un opérateur de Côte d'Ivoire ou du Cameroun ou de la RDC, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. La différence majeure, c'est dans la réglementation. Donc, on travaille avec le régulateur de chaque zone. Pour l'instant, il n'y a pas de cadre officiel, ça ne nous empêche pas de bosser, ils nous connaissent, ils savent ce qu'on fait. Et franchement, on discute pour que le cadre légal qui se mette en place régule ce secteur. Nous, on est hyper partisans d'une licence parce qu'en fait, on pense que ce métier qui est quand même encaissé des millions d'euros pour le compte de clients et les reverser, c'est un métier un peu touchy. Donc si on ne fait pas ça avec des règles de compliance super strictes, avec des comptes séquestres en banque et avec du staff qui est formé, assez vite on va faire n'importe quoi. Et bon, je pense que ce serait pas mal que ce secteur soit régulé pour que, en tout cas, ceux qui font bien le travail soient pas mis en danger. Voilà. Mais sinon, nous, c'est pareil partout. Hein. Et je veux dire, après, si on va demain en Égypte, au Nigeria ou au Ghana, c'est le même boulot. Mais par contre, c'est le go-to-market qui doit être différent. Il faut comprendre les réalités locales, il faut des tissus de partenaires qui ne sont pas les mêmes. Une question concernant ton développement. Tu existes, si j'ai bien compris, depuis 2 ans, c'est bien ça?
Oui. Tu ne t'es pas créé en partant de zéro. J'imagine que tu as noué certains partenariats qui ont accéléré ton développement, que ce soit peut-être d'un point de vue technique, business. Est-ce que tu peux nous expliquer, donner ton retour d'expérience, s'il y a des sociétés qui veulent se développer, quels sont, de ton point de vue, les partenariats les plus clés qui vont faire la différence sur la solution que tu proposes aujourd'hui? Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, hein. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en général, les partenaires essentiels dans la région, c'est les opérateurs télécoms et que c'est assez compliqué quand même, hein, de travailler avec eux. Et bon, je le dis de façon sereine, j'ai travaillé 8 ans chez Orange. Et donc, en fait, pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez 3-4 opérateurs par pays, vous avez 8-10 pays. Donc, ils sont tous moteurs, mais ils sont trop nombreux. Et donc, eux-mêmes, vous êtes trop nombreux. Il y a trop d'entrepreneurs. Il y a peut-être, je ne sais pas combien de milliers d'entrepreneurs par pays. Ils ne peuvent pas tous s'adresser au responsable des partenariats de l'opérateur. C'est ingérable. Qui lui-même ne peut pas débloquer des ouvertures techniques pour tout le monde. Ce n'est pas son boulot. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de travailler avec l'opérateur. Franchement, ce n'est pas son métier. Et alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai monté mon projet chez Orange avec le soutien d'Orange pendant 2 ans en tant qu'intrapreneur. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est compliqué d'avoir ce genre de deal. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je l'ai fait et que du coup, ma plateforme, maintenant, elle est ouverte pour tout le monde. Donc, on a fait ce boulot, on a maillé tout le monde. Et maintenant, si vous voulez créer un business, quel qu'il soit, on règle votre problème de moyens de paiement et vous vous concentrez sur votre business. Même si vous voulez créer des fintechs, des néobanques, etc., il n'y a pas de problème. Nous, on accueille tout le monde. Mais c'est ça le problème. Tu as prévu plein de cartes de visite, j'espère. Ouais, je vais scanner sur LinkedIn maintenant, c'est plus rapide. Khaled, est-ce que tu peux nous donner, selon toi, en tant qu'investisseur, les critères qui sont pour toi déterminants pour investir dans une start-up fintech? Alors, déjà je pense que nous, on fait d'abord de la série A, série B. Hein. Sur la série A, série B, il faut qu'il y ait la croissance, il faut qu'il y ait la traction. Contrairement à des très early stage où on peut rentrer pré-revenu, ici, nous, on a besoin de voir des revenus du trend. Donc ça, c'est important. La consistance de l'équipe, donc avoir une équipe qui soit capable de monter l'entreprise, non pas là où elle est, mais sur une vision à 3 ans. Hein. Donc d'avoir déjà cette équipe mise en place est essentiel. Et puis ensuite, la profondeur de marché, hein, sur les créneaux où ils sont, hein, qui doit permettre justement la montée en charge de l'entreprise. Effectivement, sur le fintech, là où il y a le plus de profondeur aujourd'hui, ça se voit de loin, c'est le paiement. Hein, sur le paiement, il y a aujourd'hui suffisamment pour pouvoir avoir des croissances de x10, x20, x50 sur certains créneaux. On l'a vu avec Wave d'ailleurs, il y a cette profondeur. Et les autres créneaux dont j'ai parlé, sur le lending, pareil. Le lending aujourd'hui, l'insuffisance du crédit en Afrique, à la fois sur le crédit conso, mais aussi sur le crédit aux petites entreprises, est énorme. Donc là aussi, il y a énormément de place à prendre. Donc la profondeur de marché est essentielle. Et puis ensuite, la maîtrise de la technologie est essentielle aussi. Une entreprise qui ne maîtrise pas sa technologie ou qui a une technologie qui n'est pas scalable serait un problème pour nous en termes d'investissement. Et justement, la France, comment se positionne la France en termes de technologie par rapport à d'autres sociétés étrangères? On a vu notamment américaines qui se développent beaucoup en Afrique. Est-ce que la France a une épingle à tirer, tire bien son épingle du jeu? Absolument. Alors il y a différents créneaux en fait aujourd'hui où la France est en train de positionner. D'abord il y a le remittance où c'est un marché naturel avec une diaspora africaine qui est très importante ici. Et quand on dit remittance, on ne s'arrête pas uniquement à l'envoi d'argent. C'est toute la gestion transactionnelle de cet argent derrière, que ce soit en Europe ou en Afrique. Donc ça c'est un des créneaux où il y a quelque chose à faire avec un positionnement non pas seulement français mais un positionnement européen. Hein, donc ça, c'est un premier créneau. Le deuxième où la France a de super success stories, c'est les cryptos. Une boîte comme Ledger, par exemple, qui aujourd'hui a démontré qu'il était capable de prendre 10 à 20% de part de marché mondial sur les cryptos, a probablement des choses à faire, soit cette boîte, soit d'autres, soit des entrepreneurs dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai vivier de compétences ici sur les cryptos qui peut être utilisé et qui manque en Afrique. Aujourd'hui, on a surtout des consommateurs, mais c'est une matière qui est nouvelle et il faut absolument avoir des compétences qui soient adossées. Et peut-être le troisième créneau,
c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui qu'on va retrouver pratiquement dans tous les segments de l'innovation en Afrique et partout dans le monde. Aujourd'hui, on vaut mieux faire prendre des décisions surtout si on a des sets de données qui sont suffisamment structurés et gros en taille. Et donc l'intelligence artificielle aujourd'hui prend beaucoup de place. Il y a énormément d'entreprises en France qui sont leaders sur l'AI et qui sont capables aujourd'hui de rentrer en Afrique en partenariat avec des boîtes de différentes natures pour pouvoir justement écouler leurs produits et services. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on peut se permettre de déborder d'une minute ou deux pour prendre une ou deux questions. Une question, une minute, une question. Est-ce que... Profitez-en. Bonjour, donc Cédric Filet de la société Aldelia. Ma question, c'est surtout au niveau des RH. Comment recruter, comment accompagner les talents, aussi bien au niveau des pays francophones qu'anglophones. Et comment favoriser, je dirais, la mobilité de ces talents d'un pays à l'autre, d'une zone à l'autre. Je prends la question. Oui, c'est un des défis majeurs, en effet. Alors, j'ai essayé plein de trucs en 2 ans. Je pense que ce qu'on a conclu avec l'écrit récemment, c'est qu'il fallait surtout prendre des gens qui aient envie, qui aient une flexibilité d'esprit vraiment importante et fuir à tout prix tous ceux qui veulent des positions établies avec voiture de fonction, gros postes, etc. Parce qu'il y a 2 philosophies dans le marché RH africain. Il y a ceux qui appartiennent à l'ancien modèle et qui cherchent à reproduire cet ancien modèle, et qui y arrivent parfois, mais je pense qu'ils vont avoir du mal de plus en plus parce que l'économie change. Et il y a ceux qui ont compris qu'en fait, non, on est dans une nouvelle économie où le diplôme compte, mais pas que. C'est surtout son exécution au quotidien. Donc nous, de plus en plus, on prend des jeunes qu'on forme, qu'on accompagne. Il y a une certaine prise de risque. Donc ça implique que nous, on développe beaucoup de programmes de formation, mais c'est là où on a le meilleur retour sur investissement. Et alors après... les cabinets de chasseurs de tête, etc., ils ont aussi besoin de changer, de se structurer pour comprendre ce nouveau marché. Ça change très très vite, mais toutes les conférences en parlent. Il y a 70% de la population qui a moins de 25 ans. Donc il y a un enjeu majeur à comprendre comment ces jeunes vont aborder le marché du travail. Et peut-être qu'il y a un manque de formation encore à ce nouveau monde du travail. Donc c'est aussi à l'entreprise de prendre ça en charge. C'est un surcoût, mais en même temps... il faut le savoir, quoi. Merci beaucoup. Je crois qu'on a épuisé le temps qui nous était imparti. Je tiens à remercier infiniment Khaled et Aurélien pour le partage de leur expérience. On retient surtout en quelques mots très rapides que le marché des fintech est un marché en pleine explosion avec encore énormément d'opportunités à saisir, même si le contexte de régulation, on a vu que c'était un petit peu compliqué. Moi, ce que je retiens essentiellement aussi, c'est que les fintech, c'est aussi une opportunité extraordinaire pour les entrepreneurs qui sont peut-être encore informels pour développer encore plus leur activité, peut-être créer des emplois en Afrique pour les jeunes notamment. Donc voilà, un marché extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.